Ici venons dans mon journal plusieurs pages pleines de très mauvais détails sur Monsieur Archevêque de Malines, tout sorti de la bouche de l'empereur ou faudrait pour nous-mêmes. Je le passe aujourd'hui. Je crois le devoir à la satisfaction que l'on m'a dit avoir été éprouvé plus tard que l'empereur à la lecture des concordats écrit par Monsieur de Pratt. Je cède pour mon compte à celles que m'ont causé depuis. Sont d'autres témoignages de même nature et de la même source. La monde honorable, spontanée des gens est de mille fois supérieure à toutes les rétorsions qu'on pourrait acculer contre eux. Et puis, il est des personnes peu qui, en retour, n'est pas son mérite et qui est plaisant à en tenir compte. Je suis de ce nombre. Au moment que j'écrivais ceci, on m'a fait lire de Monsieur l'abbé de Pratt des lignes nouvelles qui sont certainement très belles dans leur diction, mais qui sont bien plus belle encore par la justesse et la vérité. Je ne puis me refuser à les transcrire ici. Elles seront une compensation de celles qui précédent. Une déclaration des souverains émanée de Laybach, qualifiant avec réprobation Napoléon des représentants de la Révolution. Monsieur Archevêque de Malines s'exprime ainsi. Il est trop tard pour insulter Napoléon quand il est sans armes. Lorsque, pendant tant d'années, on a fléchi devant lui, quand à son tour, il en avait. Des mains armées doivent respecter les mains désarmées et la gloire du vainqueur désarmé se compose en partie des guerres pour les captifs, surtout quand ce n'est pas sous le génie, mais sous le nombre qu'à succomber. Il est trop tard d'appeler Napoléon révolutionnaire. Après l'avoir appelé longtemps restaurateur de l'ordre en France et par elle en Europe, il est trop tard pour lui lancer une traite flétrissante après lui avoir tendu la main comme ami, donné sa foi comme allié et cherché des appuis pour un tronc ébranlé, en mêlant son sang avec le sien. Plus loin, il dit, lui, représentant de la Révolution, elle rompt les liens de la France avec Rome. Il les renoue. Elle a abattu et fermé les temples. Il les relève. Elle a fait deux clergés ennemis. Il les rappelle à l'amitié. Elle a profané son dîner. Il les purifie et offre des expiations au centre des rois. Elle a abattu la trompe. Il relève et la rehausse. Elle a éloigné de leur patrie les hautes classes de la France. Il leur ouvre les portes avec celles de son palais, quoiqu'il les connaisse peu. C'est irréconciliable ennemis et pour la plupart ennemis de service public. Il est incorpore de nouveau avec la société dont elles avaient été si violemment séparées. C'est le représentant d'une révolution à laquelle on attache la note d'antisocial qui a fait revenir de Rome le chef de l'Église pour verser sur son front l'huile qui consacre les diadèmes. C'est le représentant d'une révolution qu'on déclare ennemi des rois. C'est à lui qu'on a rempli à l'Allemagne, qui a fait passer les princes et des reins supérieurs à ceux qui occupaient, qui a refait la autorité et recréé un modèle effacé. C'est le représentant d'une révolution qu'on veut faire passer pour un principe d'anarchie. C'est lui qui, nouveau justicien, a fait rédiger au milieu du tumulte des armes, des embûches de la politique extérieure, tous ces
côtes qui sont ce qu'il y a encore de moins défectueux dans la législation humaine et de la main duquel ont sorti cette machine de gouvernement la plus véreuse qui existe sur la Terre. C'est le représentant d'une révolution, accusé vulgairement d'avoir tout détruit. C'est lui qui a refait les universités, les écoles, qui a couvert son empire des chefs d'œuvre et des arts. C'est l'auteur des travaux les plus vastes, les plus hardis, qui ayant étonné et honoré l'esprit humain, est en présence des Alpes applanis, à savoir des mers adoptées à Cherbourg, à Flessingue, au Helder, à Anvers, des fleuves docilement courbés sous les poids des ponts Iliana, de Sèvres, de Bordeaux, de Turin, des canons lions. Les mers entre elles dans une cour indomptable pour le souverain des mers. Enfin, c'est en présence de Paris, métamorphosé par lui, qu'on l'ait dit, un agent général de destruction. C'est lui qui a tout refait, représente ce qui a tout détruit. Encore une fois, à quels hommes privés de discernement croit-on donc parler? Dimanche 17, l'empereur a fait demander à 2 heures. Il commençait sa toilette. Me voyant, il me trouvait pâle. Je lui ai dit que cela pouvait venir de l'atmosphère de ma chambre, dont le voisinage de la cuisine faisait une véritable étuve, souvent remplie de fumée. Il avoue alors que je m'embarrasse tout à fait du cabinet topographique pour y travailler le jour et y coucher la nuit, dont le lit même que l'admiral lui avait fait préparé et dont il avait pas voulu faire usage de préférence au lit de campagne habituel. En finissant sa toilette et choisissant parmi 2 ou 3 tabatières qu'il avait sous la main, il en a donné une assez brusquement à son valet de chambre, marchand. Serrez cela, tu dis. Je la trouve toujours sous mes yeux. Elle me fait mal. Je ne saurais dire ce que c'était. Je présume toutefois qu'il s'agissait d'un portrait du roi de Rome. L'empereur est sorti. Je l'ai suivi. Il a fait le tour de la maison et a voulu entrer dans ma chambre, touchant un miroir de toilette. Il me demandait si c'était celui qu'il m'avait donné. Puis, portant la main à la muraille qui chauffe la cuisine, il me répétait que je ne pouvais pas demeurer là, qu'il voulait absolument que je couchasse désormais dans son lit de cabinet topographique, ajoutant la parole charmante que c'était le lit d'un ami. Nous nous sommes dirigés ensuite vers une mauvaise ferme qui était en vue. Sur notre chemin se trouvait le casernement des Chinois. Ce sont des hommes, des mains d'œuvre, des laboureurs que les bâtiments anglais ont relant à Mâcon, qui restent dans l'île au service de la compagnie d'un certain nombre des années, et sont retournant après avoir recueilli une petite pécule à la manière de nos Averniens. L'empereur a voulu leur faire beaucoup de questions, mais nous n'avons jamais pu nous entendre. Nous avons voulu ensuite entrer dans ce qu'on appelle la ferme de Longwood. L'expression avait séduit l'empereur. Il croyait trouver ces belles fermes de Flandre ou d'Angleterre. Ce n'était que la fange de nos plus sales métairies. De là, nous sommes descendus au jardin de la compagnie, formé dans la rigole des 2 ravins opposés. L'empereur a fait venir les jardiniers et celui qui surveille la bétail de la compagnie et commande le chinois. Il leur a fait à chacun une foule de questions relatives à leur emploi. Il est rentré très fatigué de sa course à pied. Nous avions pourtant à peine fait 1 mille
mais c'était sa première excursion. Avant dîner, l'empereur m'a fait appeler, ainsi que mon fils, pour notre travail accoutumé. Il m'appelait paresseux et me faisait observer que mon fils envoyait sous capa. Il m'en a demandé la raison. J'ai répondu que c'était sans doute parce que Sa Majesté la vengeait. Adjudant, a-t-il dit en riant, je suis ici le grand-père. Lundi 18, mardi 19, peu à peu nos heures et nos habitudes se régularisement et s'établiront. L'empereur déjeunait vers les 10 heures dans sa chambre sur un guéridon. Parfois, il appelait l'un de nous. À la table de service, nous déjeunions à peu près à la même heure. L'empereur, pour notre agrément particulier, nous avait laissé libre d'en faire les honneurs et d'y inviter que bon nous semblerait. Il n'y avait pas encore d'heure fixée pour la promenade. La chaleur était très forte dans les jours, l'humidité apparente et grand vers le soir. On annonçait depuis longtemps des chevaux, des selles et des voitures venant du Cap de Bonne-Espérance. Mais ils n'arrivaient au point. L'empereur travaillait dans la journée avec plusieurs de nous. Il me réservait d'ordinaire pour le temps qui précédait le dîner, lequel n'était guère servi que sur les 8 ou 9 heures. Il me faisait donc revenir sur les 5 ou 6 heures avec mon fils. Je n'écrivais ni ne lisais plus à cause de l'état de mes yeux. Mon fils était venu à bout de me remplacer. C'était lui qui écrivait ce que l'empereur dictait. Je n'étais plus là que pour l'aider à se réchauffer plus tard dans son griffonnage. Ce à quoi je m'étais habituée de manière à pouvoir reproduire presque littéralement et dans le entier toutes les paroles de l'empereur. La campagne d'Italie était finie, nous les repassions en entière. L'empereur corrigeait ou dictait de nouveau. Au dîner, ainsi que je viens de le dire, de 8 à 9 heures, la table était mise dans la première pièce en entrant. Madame de Montalon était à la droite de l'empereur, j'étais à sa gauche. Monsieur de Montalon-Gorgon et mon fils étaient dans le parti opposé. La salle avait encore de l'odeur, surtout quand le temps était humide et quelque peu en eux. C'était encore assez peu incommodé. L'empereur aussi, nous n'étions pas 10 minutes à table. On préparait le dessert dans la pièce voisine qui était le salon. Nous allions nous remettre à table. On y servait le café. La conversation se prolongeait ou lisait quelques scènes de Molière, des récits de Voltaire. Nous regrettions chaque fois de n'avoir pas Corneille. Dès là, on passait à une table de reversi. C'était le jeu de l'empereur au temps de sa jeunesse, disait-il. Ce souvenir lui était agréable. Il pensait qu'il pouvait s'en amuser longtemps. Il ne tarda pas à se tromper. Du reste, nous les jouions avec toutes ces variantes, ce qui amenait beaucoup de mouvements. J'ai vu jusqu'à 15 ou 18 000 fiches de remise. L'empereur essayait presque chaque coup de faire des reversis, c'est-à-dire à faire toutes les levées, ce qui est assez difficile. Cela lui réussissait néanmoins souvent. Le caractère perce toujours et partout. On s'est retiré de 10 aux 11 heures. Aujourd'hui, 19, quand je vois l'empereur, il me donne à lui traduire une libelle qui lui était tombée sous la main à travers 1000 inepties. Nous arrivons à des lettres privées qu'il adressait à la impératrice Joséphine, sous la forme solennelle de Madame et chère épouse. Ensuite, c'était une combinaison d'espions et d'agents
à l'aide desquelles l'empereur disait dans l'intérieur de toutes les familles en France et perçait dans l'obscurité de tous les cabinets de l'Europe. L'empereur n'a pas voulu aller plus loin et me fit jeter des livres en me disant « C'est pas trop bête !» Le fait est que Napoléon, dans ses relations privées, n'a jamais cessé d'écrire très bourgeoisement doux à l'impératrice Joséphine et ma bonne petite Louise à Marie-Louise. La première fois que j'ai vu de écriture suivie de l'empereur, c'est à Saint-Cloud, après la bataille de Friedland, entre les mains de l'impératrice Joséphine qui se plaisait à nous la faire déchiffrer comme des espèces d'hiéroglyphes. Elle portait « Mes enfants viennent d'illustrer encore une fois ma carrière. La journée de Friedland s'inscrira dans l'histoire à côté de celle de Marengo, d'Austerlitz et Jena. Tu feras tirer le canon qu'un messager fera publier le bulletin. Plus tard, la même faveur me procura l'aveu de la même écriture lors du traité de Tilsit. Il disait, la reine de Prusse est réellement charmante. Elle est pleine de coquetterie pour moi. Mais n'en sois pas jalouse, je suis une toile cirée sur laquelle tout cela ne fait que glisser. Il m'en coûterait trop cher pour faire le galon.